C'est l'heure du second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour. C'est un zoom sur la politique anti-immigration de Donald Trump que je vous propose. Elle tient dans ses lettres ICE, Immigration and Customs Enforcement Police, avec un look assez paramilitaire. Ils sont souvent masqués, ils appliquent les ordres du président. Dernier en date, après l'attaque de 2 membres de la garde nationale par un suspect afghan, suspendre définitivement l'immigration en provenance des pays du tiers-monde. Jérôme Rabier. L'attaque de 2 gardes nationaux à Washington par un ressortissant afghan relance Donald Trump dans sa lutte contre l'immigration. Mais cette fois-ci, pas seulement contre les illégaux, mais contre l'ensemble de ceux qui, pour lui, peuvent déstabiliser l'Amérique. Il est prêt à dénaturaliser, en fait, certains Américains ou à remettre en cause le bénéfice de la carte verte ou de visa pour des travailleurs très très qualifiés qui sont, par exemple, dans la Silicon Valley. Le patron de l'agence fédérale en charge de l'immigration annonce que toutes les cartes vertes provenant de pays qui posent problème vont être réexaminées, soit des centaines de milliers de dossiers. Pour Donald Trump, l'Amérique doit être plus restrictive dans son accueil. Cette atrocité odieuse nous rappelle que notre priorité absolue en matière de sécurité nationale est de garantir que nous avons le contrôle total sur les personnes qui entrent et restent dans notre pays. Dans la plupart des cas, nous ne voulons pas d'eux. Ils entrent illégalement. Cela pose beaucoup de problèmes. Pour appliquer ces directives, le président américain peut compter sur l'ICE, l'agence américaine des frontières, dont les 20 000 agents multiplient les contrôles et les arrestations musclées. Mais malgré un affichage de fermeté, Donald Trump aura du mal à tenir ses promesses. Il n'est pas possible aux États-Unis, sauf à transformer les États-Unis en un vaste camp d'internement, d'arrêter et d'expulser 15 millions de personnes. Peut-être 500 000 ou 1 million par an, mais pas 15 millions. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on a un langage très brutal de la part de Trump, mais en réalité, il y avait plus d'expulsions sous la présidence Obama que sous la présidence Trump. Mais pour contenter sa base électorale, il compte bien aller toujours plus loin, avec un risque, froisser l'électorat hispanique qui a voté à 40% pour lui, mais qui subit de plein fouet sa politique de contrôle massif et pourrait le sanctionner aux élections de mi-mandat. Et on vous explique comment Donald Trump organise la chasse aux immigrés avec Marie-Malé Garcia. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste des migrations aux États-Unis. Ludivine Gili, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes docteur en histoire et vous publiez La Révolution conservatrice aux États-Unis aux éditions de l'Aube. Charlotte Recoquillon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique et journaliste, spécialiste des États-Unis. On est également en duplex de Washington avec Anne-Elisabeth Moutet qui est éditorialiste au Daily Telegraph. Bonsoir, bienvenue à vous. Et évidemment Anne-Charlène Bézina est restée à mes côtés, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. Que change? On va rebondir un peu sur l'actualité, puis après on va vraiment prendre du recul. Mais les nouvelles consignes données par Donald Trump, Marie-Malé Garcia, après cette attaque contre la garde nationale, un suspect afghan, l'un des membres de la garde nationale qui est décédé. Oui, ça change quoi, ces nouvelles consignes? Donc, il y a bien sûr, ça va renforcer encore les restrictions qui ont été mises en place, réduire également les possibilités pour certains migrants de certains pays de venir. Il y a je crois que c'est 19 pays en fait qui ne vont plus pouvoir, des citoyens de 19 pays qui ne vont plus pouvoir venir. Et ça va aussi impacter en fait les migrants qui sont déjà sur le sol états-unien, parce qu'en fait leur carte verte ou leur titre de séjour va être de nouveau examiné pour savoir si, effectivement, ils pourraient potentiellement représenter un danger. Donc, ils vont commencer par les citoyens d'Afghanistan et ensuite étendre à d'autres... à cette liste des 19 pays du tiers-monde, selon les mots du président américain. Ludivine Gili, il y a l'ICE dont on a parlé, l'ICE, et puis il y a aussi les agents des douanes. On en parlera peut-être un peu moins dans cette émission, mais les deux... dans cette chasse aux immigrés dont on parle, c'est presque une tenaille, quoi. Il y a les deux administrations. C'est même plus large que ça, en fait. On a ICE qui est devenu le synonyme de la politique répressive de l'administration de Trump. Les agents des douanes, donc c'est la police des douanes et des frontières, CBP, Customs and Border Patrol.
qui normalement n'agit qu'au niveau des frontières. Alors, et dans une limite géographique raisonnable des frontières qui a été interprétée jusqu'à présent à une centaine de miles à l'intérieur du pays. Mais là, ce qu'on voit, c'est des agents des douanes donc, qui ont conduit par exemple à Chicago l'opération Midway Blitz entre septembre et novembre. Et qui ont mené des opérations de chasse aux immigrés, d'interpellation, et parfois ça avait même des allures de guérilla urbaine, avec des gaz lacrymogènes jetés dans des quartiers tout à fait tranquilles. Donc ça a énormément choqué alors à Chicago, mais c'est aussi le cas dans d'autres villes. Et ça pose évidemment déjà là, mais on va se poser la question pendant tout notre débat de à quel point, avec cette politique anti-immigration, Donald Trump il flirte avec la légalité, la Constitution, les règlements tels qu'ils avaient été mis en place, etc. etc. Et alors, il y a la réaction, Charlotte Recoquillon, à cette attaque contre la garde nationale. Mais en fait, Donald Trump, depuis qu'il imagine revenir à la Maison-Blanche, il y a une politique anti-immigration qui est prévue, théorisée en quelque sorte. Oui, et déjà lors de son premier mandat, il avait quand même une obsession depuis, en tout cas publiquement depuis 2015, on se souvient quand il annonce son entrée en campagne et qu'il accuse tous les migrants mexicains d'être des violeurs. Donc on sait que c'est le fil rouge, il y a une haine des migrants qui est continue. Mais effectivement, pendant le mandat de Joe Biden, ça a donné le temps aux équipes de Donald Trump et je pense au think tank, la Heritage Foundation et toute l'extrême droite, Charlie Kirk dont on a parlé, Ben Shapiro, Steve Bannon évidemment, de théoriser et de programmer leur plan de bataille pour la déportation massive des 11 à 12 millions de personnes estimés en situation clandestine, mais au-delà de ça, plus largement des migrants non blancs, puisque il parle d'échéance de nationalité pour ceux qui auraient été naturalisés, de déportation pour ceux qui seraient des menaces, et la menace peut être interprétée de manière extrêmement subjective, et ça a été le cas dans l'histoire. On se souvient qu'il a exhumé une loi de 1793, le Alien Enemies Act, pour déporter les Vénézuéliens au Honduras. Enfin bon, voilà. Donc c'est effectivement un programme continu d'extrême droite. Et donc un programme annoncé par le candidat Donald Trump, Anne-Elisabeth Moutet. Il a été élu pour ça, on pourrait dire ça aussi. Comment la base MAGA de Trump accueille ce nouveau durcissement de la politique anti-immigration du président? La base MAGA, elle est évidemment pour, mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord cette base MAGA est tout de même fracturée, parce que qu'est-ce qu'on peut appeler la base MAGA? Vous avez des gens qui ont soutenu Trump parce qu'ils pensaient que c'était le candidat républicain et que même s'il est d'un style tout à fait nouveau, c'était un candidat qu'on pouvait encore considérer. Et puis vous avez, Madame a cité à l'instant Charlie Kirk, les gens qui suivent Charlie Kirk, les gens qui suivent Tucker Carlson, ça ce sont des gens qui sont évidemment absolument contents, mais vous avez plein d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, qui probablement revoteraient pour Donald Trump et qui considèrent qu'il y a des excès judiciaires et policiers qui enfreignent la loi. La loi en Amérique, c'est extrêmement important. Tout le pays est basé sur le système législatif, à commencer par la Constitution. Et donc, c'est plus ou moins bien reçu. Mais je crois aussi qu'il faut absolument prendre en compte le fait que l'immigration a créé d'énormes problèmes économiques aux États-Unis simplement parce qu'elle est énorme. Et que le coût simplement de gérer cette immigration est tel qu'un certain nombre de municipalités américaines qui s'étaient déclarées, par exemple New York, comme des villes refuges pour des migrants venant de la frontière sud, au bout d'un certain temps se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus capables de gérer physiquement et de donner des conditions décentes aux gens qui arrivaient par autobus entier ou à pied, etc. Et donc ça, c'est aussi, il faut séparer un certain nombre de motivations, et il y a un certain nombre
nombre de motivations qui sont des motivations compréhensibles, que d'ailleurs vous retrouvez dans toute l'Europe et qui n'appartiennent pas uniquement aux partis d'extrême droite et qui disent mais écoutez, quand vous vous retrouvez avec des gens à loger et que vous n'avez absolument pas les moyens de les loger décemment ou de les loger tout court, quand vous vous retrouvez avec des écoles où les classes ont 80% d'élèves qui ne parlent pas l'anglais, vous avez un problème. Ça, et les deux choses sont, si on veut, on peut dire que c'est l'amplification il y a un vrai problème qui est amplifié par Trump jusqu'à en faire une espèce de sujet de renversement des principes sur lesquels la République américaine est fondée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause au départ. Oui, effectivement, intéressant. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir une première fois. Oui, il me semble que ce que vous disiez sur le rapport à la Constitution et à la loi est vraiment intéressant à analyser eu égard au Trumpisme. Il y a un Trumpisme constitutionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il a réactivé dans cette campagne, plus encore que dans la première, l'idée de l'argument originaliste. C'est pas anodin que Sylvester Stallone l'ait appelé le George Washington numéro 2, puisque au fond, il veut libérer les États-Unis. Il est le premier shérif, je crois que c'est Vance qui en parle comme ça, des États-Unis. Et tout ça, pour lui, c'est respecter la Constitution. Donc, étant donné qu'il a sa propre conception de la Constitution, il a sa propre conception du droit et donc sa propre conception des juges. Et de ce fait, ça va un peu, à mon avis, il y a un deuxième argument qui va en faveur de ça, c'est qu'il secondarise nécessairement le système fédéral, les décisions. Et tout cela lui importe peu. Et je pense qu'il emporte avec lui une partie de l'opinion en laissant entendre justement que c'est peut-être ça qui nous a amenés là où nous en sommes. Oui, et que se départir de la lecture démocrate de la Constitution, c'est aussi retrouver l'efficacité. Une forme d'œuvre de dédiabolisation qu'il est en train de mener. C'est un discours qu'on entend beaucoup. Alors, je voudrais qu'on ouvre un chapitre sur les méthodes de cette police anti-immigration. Je commence avec vous, Marie-Malé Garcia. Déjà, qui sont-ils? Est-ce que sont des agents fédéraux? Ils ont quel statut, ces agents de l'ICE? Alors, effectivement, ce sont des agents fédéraux. Alors, ils sont à distinguer de la police traditionnelle, donc la police locale, parce que leur mandat est en fait... il vient de DHS, de Department of Homeland Security, donc c'est complètement différent de la police locale. Donc, par exemple, ils n'ont pas le droit d'entrer chez les gens, mais dès que les gens sortent de chez eux, là, ils peuvent les arrêter et donc ils n'ont pas besoin d'un mandat signé par un juge, par exemple. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que là, Donald Trump a donné en fait à ICE carte blanche, en réalité, pour arrêter les migrants. Et avant, la priorité sous Obama, c'était les migrants qui avaient un casier judiciaire ou les migrants qui étaient criminels ou qui avaient break the law. Et maintenant, tout immigrant sans papier est potentiellement expulsable. Et donc, on peut l'arrêter. Avec, parmi les critiques, les dérapages, les accusations qui sont portées contre cette police de l'immigration, il y a la question des critères raciaux. Écoutez, tiens, ce directeur d'association qui réagit, il est à Los Angeles. Les agents de l'immigration ont désormais le pouvoir de cibler, de stopper, d'interpeller et d'arrêter les personnes en raison de la couleur de leur peau, de la langue qu'elles parlent ou du travail qu'elles exercent. Et donc ils ont de fait légalisé le profilage racial et par extension la discrimination raciale. Alors, ils s'en défendent, les agents de la police anti-immigration, mais c'est du ciblage racial, on peut dire ça comme ça? Alors, les 3/4 des migrants sans papier sont d'Amérique latine, donc sont latinos. Donc, effectivement, c'est une forme de stigmatisation, de ciblage ethno-racial, parce que, du coup, ils essayent d'arrêter les migrants qui, d'après eux, sont sans papier. Alors, comment peut-on déterminer quelqu'un sans papier? Lydie Midjeli, est-ce qu'on les pousse à faire du chiffre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des objectifs et il faut les remplir, quoi. Il y a des objectifs très clairs. Le premier qui les a fixés, c'était dès le mois de janvier de la deuxième présidence de Donald Trump. C'est Stephen Miller, le directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, qui avait fixé un objectif de 1000 arrestations par jour. 3000. 1000 en janvier. Au début. Et c'est passé au mois de juin. Ça ne suffisait pas. Alors, ça n'était pas rempli, mais ça ne suffisait tout de même pas. Ouais. Et c'est passé au mois de juin à 3000. Et donc, effectivement, pour faire du chiffre, qu'est-ce qu'on fait? On ne se contente pas d'aller
arrêter ce qui avait été l'objet de la campagne, les violents criminels, en fait, on arrête une majorité de personnes qui sont, pour certains, des délinquants, mais pour une majorité, ne sont absolument pas violents. Alors, on va donner le détail des chiffres avec Steve Jourdain dans un instant, mais tout le monde veut intervenir. Je vous donne la parole tout de suite et ensuite on ira retrouver Anne-Elisabeth. Alors, effectivement, cette criminalisation, elle se passe aussi par la loi. C'est-à-dire que le fait que les personnes basculent dans un état de potentiellement arrêtable parce que criminel, c'est aussi parce qu'il y a des lois ou des dispositifs qui les font basculer dans l'illégalité. Par exemple, ils vont avoir une contravention pour une raison XY, c'est considéré comme criminel. Ce que je trouve intéressant quand même à recontextualiser, c'est que ce n'est pas une rupture totale avec l'histoire américaine et l'histoire de la politique migratoire américaine. Dès le XVIIIe siècle, toutes les lois de naturalisation et d'immigration, d'encadrement de qui peut rentrer, qui peut sortir, sont des lois qui excluent les non-blancs de l'immigration et favorisent et accueillent les Blancs. On l'a vu récemment avec les Afrikaners accueillis à bras ouverts quand le droit d'asile est suspendu pour le reste du monde. Donc ça me paraît très important de dire qu'il y a une continuité et que c'est une politique nationaliste blanche qui s'inscrit dans l'histoire américaine. Et juste le dernier petit point, c'est qu'en fait, on assiste à un affrontement entre deux conceptions de la nation américaine et de l'identité américaine. Une partie qui pense que l'identité américaine, c'est cette suprématie blanche, ce mythe d'extrême droite nationaliste, avec la terre patrie, voilà, qui est complètement fantasmée, mais qui serait blanche, chrétienne, parce que les chrétiens blancs sont en ce moment très actifs aussi. Et puis ce récit du multiculturalisme, de la société diverse, où au contraire les États-Unis se sont forgés sur les vagues de migration successives. Et aujourd'hui, on a un affrontement très fort entre ces deux visions. Alors, beaucoup de réactions. Merci de participer à l'émission grâce à ce QR code que vous voyez. Par exemple, Annabelle de Paris, les cartes vertes déjà accordées, elles peuvent vraiment être annulées. On sent qu'elle est surprise de ce qu'on a pu dire ici. Comment ça se passe pour quelqu'un qui vit là depuis des années? Et puis, autre question, Étienne qui nous écrit de Chamalières, ces gens qui sont déportés, où vont-ils? Retournent-ils dans leur pays d'origine? Alors, Anne-Charlène Moutet, vous pouvez... pas Anne-Charlène, pardon. Anne-Elisabeth. Oui, Anne-Charlène est là. Anne-Elisabeth est à Washington. C'est facile, franchement, Thomas, tu pourrais ne pas te tromper. Et donc, je vous donne la parole à Anne-Elisabeth, peut-être pour répondre en partie à nos téléspectateurs et puis parce que vous vouliez intervenir. Eh bien, aussi sur le fait que je pense que vraiment, il ne faut pas tomber dans les polémiques dans les deux sens, qui veulent faire de ça une politique raciale. Et je pense vraiment que c'est, dans beaucoup de cas, dévoyer l'existence d'un problème, mais qui n'est pas nécessairement toujours lié à ça. Vous avez parfaitement dit, quelqu'un d'autre, pas Anne-Charlène, a dit que les personnes qui sont sur le territoire américain sans titre de séjour et donc qui y sont illégalement, donc qui sont au minimum en infraction, viennent pour l'essentiel d'Amérique latine. Dans les 19 pays qui ont été cités, et qui composent essentiellement 90% de l'immigration illégale aux États-Unis. C'est comme ça que la liste a été faite. Elle a été faite à partir des statistiques qu'on pouvait avoir. Ce sont effectivement, la plupart de ces pays sont des pays qui ne sont pas des pays d'Europe. Mais dire l'intention est raciale, je pense que c'est très utile pour un homme politique de Californie de pousser ça. Je pense que c'est très utile pour un certain nombre de gens de dire que les États-Unis sont des horribles racistes. Mais sur le papier et dans la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que il y a une décision qui a l'air de choquer tout le monde, c'est que les gens qui n'ont pas commis de crime, mais qui sont en infraction aux États-Unis sans papier et qui sont rentrés illégalement, ils devraient pouvoir rester ad vitam aeternam. Alors ensuite, on peut regarder la logique de l'économie américaine où les patrons se rendent très bien compte que s'ils n'ont plus de personnel pas bien payé et qui travaille très dur, et donc qui vient d'ailleurs, parce que les Américains comme les Français ne veulent pas faire ça, ça les ennuie. C'est une situation... On en parlera plus tard de
de la question de l'économie. Et je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Bon, on a entendu votre argument. Rentrer sur le racisme, c'est une erreur. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Ici, il y a des interlocutrices qui sont sur une autre ligne. Anne-Charlène, pour commencer, ensuite je vous redonnerai la parole. Moi, il me semble que ce sur quoi il faut être bien concret pour répondre notamment à la question de notre téléspectatrice, c'est que beaucoup des annulations se font sur la question du due process of law. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu l'équivalent de notre habeas corpus à nous et aux Britanniques, c'est-à-dire on ne peut pas vous incriminer pour une infraction qui n'existait pas encore. Et en fait, on parle d'étrangers illégaux en situation irrégulière ici, mais parce qu'ils le deviennent. Au fond, il y avait d'autres vecteurs de légalité qui sont en train de chuter sans qu'ils n'aient le temps de... C'était légal quand ils sont rentrés ou quand ils ont été naturalisés, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu de nouvelles voies de légalisation, de régularisation par le mariage, par le travail, etc., qui sont en train d'être coupées. Donc, de la régularité, vous passez à une irrégularité que vous n'avez pas le temps matériel de changer dans votre état civil, dans votre statut en réalité. Et c'est d'ailleurs là-dessus, très souvent, que les décisions de Donald Trump sont annulées. Alors, vous vouliez réagir peut-être sur l'aspect racial ou non des interpellations qui sont menées par cette police anti-immigration? Oui, alors c'est pas nécessairement la question raciale, c'est aussi le fait que, donc, je rebondis sur ce que vous disiez, le changement de loi. Je pense notamment à DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Alors c'est quoi? C'est pour les jeunes, c'est ça, de moins de 16 ans? C'est exactement ça. On a donné la possibilité alors au départ, c'était 800 000 personnes qui sont arrivées aux États-Unis par leurs parents, en fait. C'est leurs parents, ce sont leurs parents qui les ont amenés aux États-Unis alors qu'eux étaient mineurs. Et donc, quand ils sont devenus majeurs, ils ont perdu la protection de la Constitution, plutôt de la Cour suprême, qui les protège en tant qu'enfants. Et donc, à partir de 18 ans, là, ils prennent conscience de leur statut sans papier. Et donc, le programme DACA, qui a été mis en place en 2012 par Obama, avait pour but de les protéger. Alors, pas de leur donner un accès à la citoyenneté, mais de les protéger. Et là, on voit justement que Donald Trump, pendant son premier mandat et son second mandat, a cherché à annuler. Et donc, on en revient à ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un statut temporaire légal et qui deviennent, en fait, qui retombent dans l'illégalité. Mais est-ce qu'il l'avait promis dans sa campagne électorale, ça? Oui. Il l'avait absolument promis. Il était élu pour ça. Pardon, mais c'est aussi la réalité des États-Unis qui ont voté pour Donald Trump. Mais c'est pour ça que il me semble que c'est extrêmement limpide et franc la dimension raciste, au contraire de ce projet. Si on écoute Donald Trump, il a fait un discours très important à Prairie du Chien, dans le Wisconsin, quand il était en campagne, dans lequel il dit « ils vont empoisonner le sang de notre pays, c'est un pays d'hommes blancs pour des blancs, etc. Ce sont des terroristes, ils menacent notre identité. » Je veux dire, ce sont ses mots à lui, donc ce n'est pas une extrapolation de le dire. On a entendu votre argument et celui d'Anne-Elisabeth Moutet là-dessus, mais comme promis, j'en viens aux chiffres. On a commencé à en donner, on va continuer de le faire grâce à Steve Jourdain tout de suite. Bonsoir Steve. Alors, on a voulu comparer les promesses du candidat Trump et la réalité de sa politique. On peut dire qu'on est assez loin des promesses du candidat. Le candidat Trump promettait d'expulser 15 à 20 millions de personnes sur 4 ans, soit 4 à 5 millions par an. Le président Trump et son administration se sont fixés des objectifs, disons, plus modestes, de l'ordre d'1 million d'expulsions par an. La Maison-Blanche a pris plusieurs dizaines de décrets concernant la politique migratoire. Cette politique repose sur 2 piliers. Il s'agit de freiner l'arrivée de nouveaux immigrés et d'expulser les clandestins, Thomas. Et alors, comment l'administration Trump s'y prend-elle pour y parvenir? Cet été, le Congrès a adopté un budget de plus de 100 milliards de dollars pour ICE, la police de l'immigration, jusqu'en 2029. L'année prochaine, cette police aura un budget comparable à celui d'une véritable petite armée. 28 milliards de dollars en 2026. À titre de comparaison, Thomas, l'Espagne consacre 22 milliards à son armée. Et alors, cet argent, à quoi sert-il? Quels sont les premiers résultats de cette politique? Alors, pour commencer, on assiste à des embauches massives. 10 000 agents supplémentaires de la police de l'immigration vont être recrutés d'ici à 2029. L'agence va devenir l'organisme fédéral le mieux doté devant le FBI. Pour quel résultat? Eh bien, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, 290 600 personnes ont été formellement
totalement expulsés selon les ONG. Ça représente une progression de 7% par rapport à la dernière année de Joe Biden au pouvoir. Et puis on voit aussi une augmentation en matière de détention de clandestins. La police de l'immigration emprisonne de plus en plus de monde. Mi-novembre, le nombre de détenus était de 65 135 personnes. L'année dernière, à la même époque, ils étaient de 59 000. Il y a donc bien une augmentation, Thomas, mais l'association TRAC pointe du doigt la disproportion entre les immenses ressources consacrées à la politique migratoire et des résultats jugés trop maigre par rapport à la précédente administration. Et puis on a commencé à l'évoquer, mais très rapidement dans notre débat, tout cela a des conséquences économiques. Pour la première fois depuis 50 ans, la population immigrée aux États-Unis a baissé. Le nombre de personnes nées à l'étranger a diminué de 1,4 million entre janvier et juin 2025. Donald Trump s'en félicite, mais ça pourrait aussi avoir effectivement des conséquences économiques. Thomas, depuis le mois de janvier, 750 000 travailleurs étrangers auraient ainsi quitté le pays. Et puis avec des images à la fois symboliques et spectaculaires. Oui, il y a quelques semaines, par exemple, la police de l'immigration a procédé à des arrestations massives dans une usine Hyundai située dans l'état de Géorgie. 500 salariés étrangers ont été menottés puis emmenés par la police. Ça correspond effectivement à la politique de Donald Trump qui veut que les entreprises embauchent davantage de salariés américains, mais des observateurs mettent en garde, Thomas, certains secteurs de l'économie américaine pourrait être confrontée dans les prochains mois à des pénuries de main-d'œuvre. Merci beaucoup, Steve. Donc, on comprend bien les moyens colossaux, Gilly, qui sont offerts à cette police anti-immigration. Pour quelle efficacité? Comment vous l'évaluez, vous? Il faut replacer plusieurs choses dans le contexte. Effectivement, le budget de ICE l'année dernière et lors des années précédentes, c'était un peu moins de 10 milliards. Et là, on parle de chiffres absolument considérables. De la même manière, le nombre de personnes employées par ICE était ces dernières années, autour de 20 000 à peu près. Et là, on parle d'embaucher 10 000 personnes. Mais en fait, quand on regarde en pratique comment c'est mis en œuvre, c'est mis en œuvre à peu près comme tous les domaines dans lesquels l'administration Trump fait des choses, c'est-à-dire de manière extrêmement chaotique et pas forcément de manière efficace. Pour ces 10 000 embauches, des fiches de poste ont été ouvertes, de très nombreuses candidatures ont été ouvertes. Il a été décidé, ça c'est une anecdote, de raccourcir la durée de formation des nouveaux embauchés à 47 jours. Pourquoi? Alors contre 3 à 6 mois selon les profils auparavant, 47 jours parce que Donald Trump, 47e président des États-Unis. Mais de la manière chaotique avec laquelle ça se déroule, on arrive à des conséquences qui sont que les vérifications des antécédents des candidats ne sont pas bien effectuées. Donc on se retrouve avec des candidats qui arrivent en formation qui en fait ont des casiers judiciaires, ce genre de choses, ce qui fait que la cible de 10 000 nouvelles embauches aura du mal à être atteinte. Elle était visée pour la fin de l'année en fait. Donc là, on a des difficultés pour mettre ça en œuvre. Et de la même manière, tous les chiffres qui ont été cités sont pour certains des chiffres d'ONG. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'administration ne rend plus public les chiffres qui étaient auparavant rendus officiels. On a un chiffre qui est donné à la volée, mais qui n'est pas étayé de manière précise, ce qui fait que la société civile a du mal à savoir concrètement ce qui se passe. Et c'est le cas dans le domaine de l'immigration, c'est aussi le cas dans de très nombreux autres domaines, à commencer par la situation économique. Oui, bien sûr, les chiffres du chômage qui effectivement sont moins publiés, on va dire ça comme ça, qu'auparavant. Allez, j'ouvre un chapitre sur toute la question juridique, les recours judiciaires, la place de la Constitution, même si on a commencé à l'évoquer. Alors, je vais d'abord m'appuyer sur vos questions. Robin de Cognac qui nous dit: les agents de l'ICE se pointent dans les tribunaux, embarquent des gens à coups de force. Que font les juges? Que fait la police? Ils acceptent. On va répondre à votre question. Karim de Clermont-Ferrand, pourquoi sont-ils masqués? Est-ce qu'il n'y a pas une loi de transparence aux États-Unis, une obligation de dévoiler son visage? Autre élément de réponse, c'est une avocate qui justement dit à celles et ceux qui se retrouvent pris dans les filets de la police anti-immigration de ne pas hésiter à faire recours à la justice.
Nous devons nous assurer que les gens comprennent que même si la rhétorique du président est « nous allons expulser tout le monde immédiatement », ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. En vertu de la loi, toute personne se trouvant aux États-Unis a droit à une procédure régulière. Elle a le droit de se présenter devant un juge qui décidera si elle doit être maintenue en détention, si elle doit être expulsée ou non. La chose la plus importante que les gens doivent savoir, c'est qu'ils ont des options. Et donc, Anne-Charlène, vous répondez à cette question. Qui pourrait contrer cette politique migratoire de Donald Trump ? Alors d'abord, la Constitution ne désigne pas un juge de l'immigration, ça n'existe pas véritablement. Ce sont à la fois les juges fédéraux et pour partie la Cour suprême, puisque il y a ce qu'on appelle le judicial review, c'est-à-dire que tout le monde peut être juge de un peu tous les textes aux États-Unis pour justement faire vivre le droit de manière assez concrète. Alors, il reste qu'en matière d'immigration, et on l'a dit, c'est un peu historique, il y a une doctrine dite des plenary powers, c'est-à-dire de donner le plus de pouvoir à l'exécutif, surtout, mais au législatif aussi. Et donc la Cour suprême a toujours eu une jurisprudence, on va dire, assez permissive avec les desiderata de l'exécutif. Et alors comment ça s'organise, ces recours, depuis l'accélération de la politique de Trump ? Eh bien, on ne peut pas dire, justement, pour répondre à la question de notre internaute, que les juges soient particulièrement inactifs. Bien au contraire. On sait l'extrême brutalité de la mise en œuvre de ICE, je n'y reviens pas, mais c'est vrai que juin, juillet, on voit les choses s'accélérer. Et de ce fait, concrètement, les juges fédéraux deviennent les premiers filtres, en réalité, le premier rideau de ces executive orders en matière migratoire, détention, expulsion, suspension d'entrée, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais on note que c'était des statistiques du mois de septembre, à peu près 225 décisions qui arrivent à des annulations, 225 juges qui ont statué sur près de 700 affaires, ce qui signifie qu'en réalité, par jour, c'est près de 30 à 40 nouveaux recours qui arrivent. Donc, on le voit, il y a beaucoup d'unanimité contre, en réalité, les executive orders de Trump, sur près de 35 États, donc ça veut dire quand même beaucoup de choses, même par des juges qui ont été nommés ou en tout cas choisis par son administration au moment où il est arrivé au pouvoir. Donc l'illégalité est quand même majoritaire. Eu égard justement à ce que disait la personne que nous avons eue dans le son, au due process of law, c'est-à-dire tout le monde doit pouvoir avoir une sécurité de la loi et doit pouvoir avoir un recours contre ces décisions. Je cite une des déclarations d'une juge fédérale qui dit « Nous n'avons même plus le temps de nous renseigner sur les décisions des autres cours ou sur les décisions des autres juges, étant donné le flot continu de litiges et d'illégalité », je la cite dans le texte. Alors, des décisions emblématiques, on en a évidemment, District de Columbia par exemple, où en fait on va déclarer l'illégalité du terme même d'invasion qui avait été utilisé pour justifier la politique migratoire. On a même des actions collectives qui sont menées à l'égard, j'ai envie de dire devant certains tribunaux, à l'égard de termes un peu idéologiques véhiculés par le ICE, les détentions obligatoires, la question du birth citizenship, et toutes ces questions-là, en fait, elles ont été amenées en justice avec des décisions parfois très symboliques. Alors il y a un mais. Il y a un mais, et il me semble que ce mais, c'est la Cour suprême. C'est-à-dire notamment dans le cadre qu'elle va donner à toutes les décisions, eh bien, elle a souvent été décevante, dira-t-on. Et notamment, et vous le disiez, dès le premier mandat, déjà en 2018, on a la décision Trump versus Hawaii, où c'est le travel ban qui est considéré comme conforme, en tout cas, à la Constitution, et avec finalement une grande latitude qui est laissée au pouvoir exécutif, eu égard au fait que la Cour va exercer un contrôle très restreint. Et ça, elle le martèle encore en 2025, avec une décision très marquante, qui est la décision Trump versus Casa en juin 2025, où là, pour le coup, elle va même priver les juges fédéraux d'un moyen qu'ils avaient utilisé, qui est celui des injonctions universelles. Alors le terme peut apparaître assez technique, mais je pense que c'est important de dire son ampleur politique, c'est-à-dire que les juges avaient essayé d'élargir, non seulement au seul cas qu'ils jugeaient, mais à tous les autres, la capacité de l'illégalité, en disant justement aux autorités, n'appliquez pas ces décrets, puisqu'ils sont complètement inconstitutionnels, mais la Cour suprême dit malheureusement non, c'est un cas par un cas, et on ne pourra pas faire justement de généralité, ce qui prive un peu les juges fédéraux des moyens d'agir contre Trump. Donc on le voit, la Cour suprême essaye de garder quand même une politique, on va dire, de Michou-Michèvre, si vous me pardonnez cette expression de ma grand-mère, mais bon voilà, il y a un peu l'idée d'être au milieu du gué. Donc on a des juges fédéraux qui se battent au quotidien, qui sont vraiment, on va dire, peut-être même que c'est une décision de Trump de les submerger, on va dire, de recours, au point qu'ils se battent un peu tout seuls, et la Cour suprême qui, entre-temps, distribue les bons et les mauvais points.
il est long et il est loin le temps où on considérait que les États-Unis étaient à l'abri de tout pouvoir autoritaire. Ouais, Charlotte Recoquillon, c'est vrai que la Cour suprême, peut-être que c'est une lecture pour moi beaucoup plus basique que les explications qu'Anne-Charlotte vient de nous donner, mais a quand même donné raison, ou en tout cas ouvert la voie à la politique de Donald Trump. Elle ne l'a pas contredite. Hein. Mais il reste quand même des espaces d'action à d'autres échelles. Et j'allais parler notamment de l'échelle locale. Là, la Californie vient de voter une loi, par exemple, pour justement interdire aux agents de ICE leurs masques, en disant que justement la logique est que pour respecter le droit des gens à savoir, respecter leurs droits, etc., il fallait que les agents de l'État soient reconnaissables et visibles. Ça répond à la question du masque. Donc voilà, donc par exemple en Californie, ça va être interdit incessamment sous peu si ce n'est pas déjà entré en action. Mais je voulais juste répondre à votre question sur l'efficacité de cette politique. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est extrêmement efficace, c'est la terreur que ça produit dans la population. Et même si, au final, les cours réussissent à invalider un certain nombre de dispositions, en attendant, il y a des gens qui passent des mois et des mois en détention, avec des abus de leurs droits humains qui sont atroces, des familles qui ne sortent plus de chez elles et qui se font livrer des courses par des actions de solidarité et des associations et des entrepreneurs, etc. Il y a des gens qui se self-deport, donc qui redéménagent eux-mêmes et quittent le pays, se réinstallent ailleurs parce qu'ils sont terrorisés, ils ne voient plus d'avenir, etc. Donc il y a quand même une efficacité politique qui est vraiment très forte. Avec, puisqu'on parle des contre-pouvoirs, il y a une autre question autour de la mobilisation de certains élus, évidemment démocrates. Il y a une séquence qui a quand même marqué l'opinion. C'est une sénatrice démocrate de Chicago, elle s'appelle Karina Villa, et elle débarque en pleine intervention d'agents de l'ICE et elle va les faire fuir. Regardez. Come on. This is my city. This is my city, that's right. Take off your mask. Pussies. Take off your mask. Fucking bitches. What? What? Stay inside of your houses, everyone. Do not come out. Stay in your houses. Quédense en su casa. Tienen derechos todos. No salgan si no. Voilà, vous l'avez vu, elle s'adresse aux habitants du quartier en anglais, puis en espagnol. Il y a des villes, Livingili, démocrates, qui se sont en quelque sorte déclarées sanctuaires, sauf que qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'une certaine façon, si on parle de contre-pouvoir à cette politique anti-immigrants? Alors les villes sanctuaires, ça prédate l'administration Trump. Ce sont des villes ou des comtés dans lesquels, en fait, les autorités locales ont décidé qu'elles ne prêteraient pas leur concours aux agents fédéraux qui viendraient pour mener des mesures anti-immigration. Donc ça ne veut pas dire qu'elles vont les empêcher d'agir, ça veut dire qu'elles ne participeront pas. Donc ça, c'est une première chose. Et ce sont les États, les villes qui sont ciblés aujourd'hui par l'administration Trump depuis le mois de janvier, à tour de rôle. En envoyant la garde nationale, par exemple. Notamment. Qui est un autre aspect de la gouvernance par la terreur et par la symbolique extrêmement forte. On a des contre-pouvoirs, donc on a le contre-pouvoir judiciaire qui est fait avec difficulté. À ce niveau-là, d'ailleurs, hier ou avant-hier, il y a une décision qui a été rendue par un tribunal de première instance qui interdit aux impôts de communiquer à ICE les coordonnées de personnes immigrées qui payent leurs impôts et dont les impôts ont l'adresse. Et que ICE pourrait aller interpeller sur simple suspicion que ces personnes sont là illégalement. Et en fait, historiquement, les impôts ne peuvent faire une entorse à la confidentialité des contribuables que dans des conditions extrêmement restreintes.
Mais là, c'est une illustration de... on a ICE, on a CBP, mais on a aussi les impôts. C'est les douanes. Hein. C'est les douanes. On a aussi les impôts. On a ATF, les armes à feu. On a DEA, les drogues. Toutes ces agences-là sont mobilisées en parallèle. Dans le cadre de cette politique anti-immigration. Et des personnes de ces agences sont détachées au service de ICE. Plusieurs dizaines de milliers. Il y a un aspect, on l'a évoqué rapidement avec Steve Jourdain tout à l'heure, et je veux bien, Anne-Elisabeth Moutet, vous redonner la parole là-dessus, sur les conséquences économiques. Il y a quand même des secteurs économiques qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des patrons, des représentants de secteurs économiques qui se font entendre ? Alors oui, et vous en avez même dans Silicon Valley, puisque Silicon Valley, là, le tech, emploie toute une série d'immigrants qui sont des immigrants à haut niveau intellectuel, puisque ce sont des ingénieurs, puisque ce sont des programmeurs, etc. Et une bonne partie se plaint que l'Inde fasse partie des 19 pays dans la liste établie expliquant qu'on avait des problèmes d'immigration illégale, alors qu'ils sont venus avec ce qu'on appelle des visas HB1, qui sont des visas professionnels, qui sont en ce moment considérablement mis en cause, et ils disent tout simplement qu'ils ne trouvent pas les ingénieurs et les programmeurs, et même les patrons qui sont capables de faire ça, ils les font venir d'Inde parce qu'il y a un niveau intellectuel qui est bien. C'est-à-dire que eux se battent plutôt pour la notion d'immigration choisie, comme elle existe par exemple au Canada. Mais vous avez aussi toutes sortes d'entreprises. Alors c'est très intéressant qu'une entreprise coréenne, Hyundai, qui fabrique des voitures en Amérique, ait embauché des gens sans papier. Il faut tout de même se souvenir que c'est extraordinairement facile de travailler sans papier aux États-Unis. Il y a un numéro de sécurité sociale, mais il n'est pas présenté dans toutes les circonstances. Les gens n'ont pas besoin de présenter leurs papiers, il n'y a pas de carte d'identité, un passeport coûte, comme en France, quelque chose pour se faire établir. Théoriquement, vous êtes censé pouvoir montrer un permis de conduire, mais vous pouvez voter sans papier, et on considère que c'est raciste et classiste de demander aux gens de faire la dépense, de s'acheter des papiers pour aller voter avec leurs papiers, une chose qui en Europe nous paraît un peu étrange. Et donc, ils ont besoin, chez Amazon explique qu'ils n'emploient que des gens légaux, mais vous avez de gigantesques entrepôts où les gens marchent 30 km par jour à trimballer des paquets. J'aime mieux vous dire qu'il y a moins d'Américains qu'on ne croit qui sont capables de faire ce travail. Et tout ça, ça crée un problème économique qui fait que les prix montent. Oui, effectivement. Avec une dernière question, tiens, il nous reste seulement une minute, ça filait tellement vite, c'était bien ce débat. Armel qui nous écrit de Caen, des étudiants, des demandeurs d'asile peuvent en perdre leurs droits alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Est-ce que c'est encore une démocratie, ça ouvrirait un débat de 3 quarts d'heure sur la démocratie américaine. Marie-Malé Garcia, est-ce que les salariés américains sont en train de prendre la place des salariés j'imagine la réponse, mais je rebondis sur ce que vient de nous dire Anne-Elisabeth. Oui, non, malheureusement. C'est censé être la logique de Donald Trump. Oui, mais en fait, c'est très difficile pour certains citoyens américains de vouloir prendre ces positions. Par exemple, quand on parle de ramasser des oranges dans des champs pendant une dizaine d'heures sous le soleil, c'est quand même un travail extrêmement éreintant. Et donc, il n'y a pas tout le monde n'est pas forcément d'accord pour travailler. Mais je pense que Trump a en fait compris que les questions de migration, c'est vraiment ça va galvaniser en fait sa base, même si. Allez-y. Même si c'est finalement, ça va avoir au long terme des effets négatifs sur l'économie. Ça galvanise sa base immédiatement, et c'est ce que lui recherche, immédiatement de montrer qu'il est fort et qu'il arrive à expulser les migrants. Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Ludivine Gilly, votre livre « La révolution conservatrice aux États-Unis » est aux éditions de l'Aube. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, c'est notre plateforme. Nous réécouter ou nous écouter en podcast. Et puis notez que demain, c'est Marc Fesneau, le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée, député de Loir-et-Cher, qui sera l'invité d'Oriane Mancini dans notre matinale. Belle soirée. Salut.